Bienvenue dans le sud de la Pologne pour découvrir ces mégalines qui relient des sites chrétiens et païens distants de centaines de kilomètres, avec tout d'abord la ville de Częstochowa et son monastère qui accueille des millions de fidèles tous les ans, notamment au moment de l'Assomption. Les pèlerins, qui viennent parfois très loin à pied, suivent une grande procession le long de l'avenue principale jusqu'au monastère de Jasna Góra pour se recueillir ensuite devant le tableau de la Vierge Noire. Ce tableau a été installé ici au XIVe siècle, mais la tradition raconte qu'il aurait été peint par l'apôtre Luc. À 170 km de Jasna Góra, on trouve le mont Ślęza, décrit dans des chroniques du XIe siècle sous le nom Silencji, le silence, ce qui a donné son nom latin à la région, la Silésie. Le mont Ślęza était déjà un sanctuaire pour les peuples celtes du XIIIe siècle avant notre ère, avec un culte dédié au soleil. On a retrouvé beaucoup de traces d'outils et même des statues en granit d'ours ou cette femme sans tête avec un poisson dans les mains. Juste à côté, le deuxième sommet s'appelle Radunia. Rada est la déesse de la famille et de la progéniture, mais elle était aussi associée à la sorcière dans les contes pour enfants slaves. Ici, c'était un sanctuaire dédié à la lune avec une construction très étrange qu'on date du IVe siècle avant notre ère. Un grand chemin de pierre posé sur le sol, soit pour limiter l'espace sacré, soit pour une procession. Il était abîmé par le temps, mais ce chemin faisait 4,50 m de large sur 1,8 km de long et 60 cm de hauteur. La pierre s'appelle la magnétite et on dit qu'elle crée des anomalies magnétiques sur ce sommet. Quand on va sur Google Earth et qu'on dessine une ligne droite entre le sommet Radunia et le monastère de Jasna Góra à 170 km de là, on constate que toute l'avenue de la ville a été construite pour être alignée sur le mont Celte de Radunia dédié à la Lune, ce qui, à ma connaissance, n'a jamais été mis en évidence jusqu'à présent. Ça peut pas être un hasard puisque l'avenue fait 2 km de long et la précision est au centième de degré. On peut supposer que ce tracé date d'avant la période chrétienne et que le monastère a peut-être été construit sur un site celte plus ancien. Quoi qu'il en soit, depuis des siècles, la procession chrétienne se dirige en fait tous les ans dans la direction d'un site païen très important dans l'Antiquité, puisqu'on appelait Radunia et Ślęza l'Olympe de Silésie, avec ses deux sanctuaires celtes dédiés à la lune et au soleil. On va aller maintenant à 40 km de Jasna Góra sur un énorme rocher qu'on appelle le Grand Œil, Okiennik Wielki. Pas besoin d'expliquer pourquoi. Quand on trace une ligne de ce rocher jusqu'au sanctuaire de Jasna Góra, cette ligne passe exactement sur la diagonale des remparts. Encore une fois, c'est un tracé très précis sur 40 km qui n'a jamais été relaté nulle part à ma connaissance. On reviendra plus tard sur les explications concernant ces deux lignes, mais on va étudier maintenant le même type de relation entre sanctuaire chrétien et celte au cœur même de la ville de Cracovie, l'ancienne capitale de la Pologne. La place de la vieille ville, avec son bâtiment central, la Halle Odra, Sokienice, est orientée de manière très étonnante vers un mont situé à 62 km de là. Le mont de la sorcière, Babia Góra, était connu pour ses fêtes celtes du solstice d'été que les chrétiens du Moyen-Âge ont d'abord essayé d'interdire pour finalement la faire fusionner avec la Saint-Jean. Ils l'appelaient péjorativement Sobótka, c'est-à-dire le petit sabbat, et le sommet du mont de la sorcière s'appelle toujours Diablak, le diable. Chose curieuse, ce mont Babia Góra se trouve sur une ligne plein sud du rocher de tout à l'heure, appelé le Grand Œil, Okiennik Wielki. Et Cracovie se trouve à égale distance des deux. On peut choisir comme pointe du triangle la basilique Saint-Michel, encore appelée de nos jours basilique sur le rocher, parce que construite sur un précédent site païen en pierre, encore une fois. Lorsqu'on trace une ligne depuis Babia Góra vers le centre de Cracovie, on voit bien que la place est comme alignée, dirigée, orientée vers Babia Góra à 62 km de là. Encore une relation géométrique surprenante entre un site chrétien et un site celte qui n'est cité nulle part à ma connaissance. Pour la dernière mégaligne, on va aller sur le tumulus du roi Cracus, qui a donné son nom à la ville, Kraków. La légende disait qu'il abritait sa tombe, mais les fouilles des années 30 ne l'ont pas confirmé et la date de la construction varie selon les sources entre le 4e et le 8e siècle de notre ère. On sait qu'il est relié à un autre tumulus éloigné de 9 km, celui de Wanda, la reine des Vandales, et la fille du roi Cracus. Puisque lorsqu'on se trouve sur le tumulus de Wanda, le 6 février et le 4 novembre, le soleil se couche derrière Cracus. Inversement, le soleil se lève le 1er mai et le 10 août au-dessus de Wanda lorsqu'on est sur le tumulus de Cracus. Ces dates sont des périodes de fête dans le calendrier celte. Mais un site chrétien plus récent vient se mêler aux deux tumulus celtes, l'église de l'Assomption de la Vierge Marie posée sur un point haut à l'ouest de la ville. Le cercle en rouge montre que cette église se trouve à la même distance de Cracus que Wanda, un peu moins de 9 km. Mais encore plus étonnant,
Lorsqu'on trace une ligne depuis Cracus jusqu'à l'église, on voit que son chemin d'accès, les murs d'enceinte, son toit et l'ermitage bénédictin ont tous été construits sur cet axe en direction du tumulus de Cracus. Je détaillerai dans la prochaine vidéo dédiée à Cracovie cette ligne en bleu qui réunit les deux figures féminines majeures du monde chrétien et du monde celte, avec à gauche la Vierge Marie et à droite la reine Wanda. On verra que cette ligne est la diagonale d'un rectangle constitué de 6 carrés orientés sur les axes cardinaux. Ceux qui connaissent les travaux de Howard Crowhurst sont habitués à cette géométrie redécouverte sur de très nombreux sites mégalithiques et antiques, et on va s'appuyer sur ces principes pour expliquer pourquoi notre première ligne, Częstochowa, l'avenue de procession chrétienne majeure en Pologne, est orientée en direction du sanctuaire majeur du monde celte, Radonia. D'abord, cette ligne est orientée est-ouest. Elle marque les équinoxes. Et j'ai fait une petite animation pour saisir l'importance de ces dates et aussi celle du 23 décembre vénéré par les Romains comme le Sol Invictus, le soleil invaincu. Le soleil se lève à l'est, monte en direction du sud, où il atteint son point le plus haut à midi et redescend pour se coucher à l'ouest. En fait, c'est vrai seulement 2 jours dans l'année, le 21 septembre et le 21 mars, parce que la durée du jour et de la nuit sont équivalentes, équinoxes. Le lendemain, le 22 mars, le soleil se lève un peu plus à gauche et le surlendemain, il se lèvera encore plus à gauche et ainsi de suite chaque jour régulièrement jusqu'au 1er mai, où là on a l'impression que sa course est freinée. Il va continuer à se lever tous les jours un peu plus à gauche, mais ce sera moins décalé qu'auparavant, et le jour suivant, ce décalage sera de plus en plus petit jusqu'au solstice. Au solstice d'été, il va se lever 3 jours au même endroit, puis le jour d'après, il se lèvera cette fois un peu plus à droite et le mouvement de pendule repart dans l'autre sens. Au début lentement, et puis après le 15 août, il se redécale plus nettement tous les jours comme au tout début. Le 21 septembre, il se lève exactement à l'est, et à partir du 1er novembre, il va se lever avec un petit décalage qui va diminuer au fur et à mesure qu'on se rapproche du solstice d'hiver. Le 21 décembre, et pendant 3 jours, il se lève au même endroit, et on a peur qu'il reste immobile. Mais au 3e jour, il reprend sa course dans l'autre sens, dans ce mouvement de pendule. Le soleil a stoppé, stagné au solstice, mais le 3e jour, il a vaincu l'immobilisme et a repris sa course. Les anciens avaient très bien étudié ces cycles, et ces dates sont d'ailleurs présentes dans presque toutes les religions. On voit que les dates du 15 août, la Toussaint et Halloween, Noël et la Saint-Jean correspondent à une réalité astronomique. L'activité du Soleil modifie le champ magnétique terrestre qui lui-même influe sur nos hormones et sur ceux des végétaux pour déclencher par exemple la chute des feuilles ou la montée de la sève en fonction de la durée du jour et non pas de la température. En visant le Soleil couchant sur Radonia depuis Jasnagoura, les anciens ont également inscrit les équinoxes de pleine lune lorsqu'elles coïncident puisque la pleine lune va se lever à l'est sur cette même ligne lorsque le Soleil se couchera lui à l'ouest. Plus tard, les moines pauliniens du XIVe siècle ont conservé cet axe pour bâtir le sanctuaire et la procession, car ils avaient accès aux livres et à la connaissance du monde antique. Et si on retrouve la Vierge Noire, ce n'est pas un hasard, mais c'est lié au culte d'Isis. Alors, que vient faire la déesse égyptienne Isis dans notre histoire? Selon Tacite, l'historien romain du 1er siècle, la tribu celte des Suèves, qui habitait la région de Radonia, vouait un culte à Isis, tout comme en Gaule le faisait la tribu celte des Parisi, proches d'Isis, qui donneront leur nom à Paris. Le nom du sanctuaire Jasnagoura vient du latin clarus mons, qui veut dire le mont de la clarté, un peu comme Clermont-Ferrand. Il faut savoir que Isis était associée à la brillance et à la clarté. Et que trouve-t-on dans la cathédrale de Clermont-Ferrand? Une Vierge noire. Le parallèle entre Isis, mère d'Horus, et Marie, mère de Jésus, est bien connu au Moyen-Âge, où on appelait Marie la reine du monde et Isis la reine du ciel. Et cette relation dans les traditions confirme la relation géométrique. Au départ, les anciens ne vénéraient pas des dieux, mais des déesses comme la terre-mère, la mère nature qui donne la vie. Isis deviendra plus tard en Égypte cette figure féminine de la nature et de la connaissance. Et certains pensent que la Vierge Marie, la seule figure féminine importante du Nouveau Testament, est aussi une allégorie de cette déesse mère. Dans la prochaine vidéo, on plongera dans les légendes de Cracovie avec le roi Cracus ou Crac, sa fille Vanda, la reine des Vandales, et le dragon qui dormait sous la colline de Wawel, ou bien dois-je dire Babel. On tentera d'expliquer l'étrange triangle des tumulus et on cherchera des relations entre Prague en Tchéquie, Lviv en Ukraine et Cracovie, 3 villes qui se trouvent exactement sur une ligne droite de 500 km.